Je vais vous présenter donc des éléments pour essayer de faire un état des lieux et de voir un petit peu comment on peut accompagner la recherche et l'enseignement avec les mobiles et essayer de voir un petit peu quelles sont les perspectives par rapport à ce thème-là. Donc je remercie beaucoup Véronique Humbert de m'avoir invitée. Donc j'espère que je pourrai répondre aux questions et de toute manière, toute la journée, il y aura des présentations sur ce sujet aussi. Alors, j'ai choisi en fait de présenter ce thème-là par des théories que nous avons en psychologie et ergonomie cognitive, notamment des questions sur la genèse instrumentale, c'est-à-dire comment finalement on s'approprie des outils par rapport au mobile. Et puis, la question de la trace également. Quelles sont les traces qui sont générées par des outils et comment est-ce qu'on peut s'en servir? Et comment est-ce qu'on peut s'en servir finalement à travers des activités de recherche ou d'enseignement, qu'on soit enseignant ou apprenant. Et je terminerai par les limites de ces usages. Alors le numérique, qu'est-ce que c'est finalement? C'est utiliser des technologies, c'est bien se les approprier, enfin en tout cas tenter de se les approprier, puisqu'on c'est pas toujours évident. Pour cela, il faut les connaître et comprendre à quoi elles peuvent servir. Et l'idée, c'est de mettre en place finalement une interaction dynamique entre le sujet, donc l'utilisateur et l'outil. Donc pour cela, en fait, pour expliquer un petit peu tout cela, j'ai repris la théorie de la genèse instrumentale qui a été développée par Rabardel, qui propose en fait justement d'expliquer la situation avec un outil qui serait finalement un artefact, un petit peu comme on peut avoir un stylo à côté de nous et s'en servir un peu pour écrire, bien évidemment, mais pour autre chose de temps en temps, parce qu'il est à proximité, il est dans la situation. Donc l'outil ou l'artefact va devenir un instrument en fonction de l'activité qu'on va conduire. Et finalement, d'un point de vue des mobiles, que ce soit les tablettes ou bien les téléphones, enfin les smartphones ou d'autres outils, eh bien l'idée justement pour s'en servir, c'est qu'il faut que ça devienne des instruments. Donc qu'est-ce qui va se passer finalement pour qu'on arrive à cette construction, finalement, qu'il y ait une construction dans l'activité, dans la situation. On a deux processus dans cette genèse qui sont l'instrumentation et l'instrumentalisation. Donc l'artefact ici, donc, vous avez une situation où on a une personne, un utilisateur, ici une utilisatrice qui a des connaissances et des modes de travail, et puis un artefact avec ses contraintes, ses possibilités, voilà, les usages qui sont possibles à travers cet artefact. Et finalement, l'artefact va pouvoir devenir un instrument de cette activité grâce à l'instrumentation et l'instrumentalisation. Qu'est-ce que l'instrumentation? Eh bien, c'est en fait finalement une évolution, une émergence et une évolution des utilisations, c'est-à-dire que l'utilisateur, dans sa propre activité, il est en relation avec lui-même et ce connaissant, il va se transformer dans l'activité via le rapport à l'instrument. Par exemple, le téléphone va servir à téléphoner, mais finalement aussi, après la prise de connaissance de l'appareil, il va servir à consulter par exemple la météo si on a un smartphone. Oui. Ah, excusez-moi, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Désolée. Donc voilà, l'artefact devient instrument. Instrumentation et instrumentalisation. Je vais essayer de ne pas oublier d'avancer mon diaporama. Donc on était à l'instrumentation. Voilà, donc ensuite on a l'instrumentalisation. L'instrumentalisation qui finalement, là dans ce cas-là, c'est la transformation de l'artefact, de sa structure et de son fonctionnement. Par exemple, l'écran de téléphone va pouvoir servir de lampe de poche. C'est un exemple, hein, peut-être que vous l'avez tous fait, c'est-à-dire qu'on se sert, dès qu'il fait nuit noire, en fait, on se sert du téléphone. Et puis, finalement, on s'aperçoit qu'on va avoir des détournements
D'accord, par rapport à ça, par rapport à ces usages qui sont finalement, parce qu'on a cet outil à disponibilité, enfin à disposition, on va s'en servir pour autre chose que ce pourquoi on l'a finalement au départ. Et ces détournements vont permettre finalement à des concepteurs de développer de nouvelles enfin les applications, par exemple les applications pour les smartphones. Comme par exemple, maintenant, la lampe de poche, elle est vraiment sur le smartphone, c'est-à-dire c'est une vraie application. Voilà, donc on voit bien ici, finalement, qu'il va y avoir une transformation un petit peu de tout le monde, que ce soit l'utilisateur ou l'outil, dans l'activité. Et ce qui va permettre justement de modifier les connaissances de l'utilisateur, mais aussi de modifier finalement la conception de l'outil qui est utilisé. À travers tout cela, en fait, on se rend compte aussi, par rapport bien évidemment aussi à la recherche, à l'enseignement, etc., qu'on va avoir des traces qui vont être générées aussi à travers ces usages. Et donc je vais essayer de vous présenter quelques exemples de traces, et puis là, des approches en fait liées aux traces qui sont développées d'un point de vue interdisciplinaire, notamment en sciences cognitives, et essayer de voir un petit peu à quoi elles peuvent servir, ces traces. Donc pour Olagnier-Beldam, la trace est une empreinte ou une suite d'empreintes laissées par l'action d'un être vivant ou d'une machine. Donc à chaque fois qu'on va utiliser en fait un outil, un mobile par exemple, eh bien on va avoir une trace. Cette trace, elle est provoquée ou convoquée, c'est-à-dire elle va être provoquée par exemple à travers des demandes de la part de concepteurs ou d'un enseignant par exemple pour provoquer des traces par les étudiants par exemple. Et elle peut être aussi convoquée, c'est-à-dire quand on va utiliser des traces qui viennent de l'extérieur, notamment des ressources par exemple qui sont disponibles sur Internet et qu'on va les utiliser. Cette trace, elle est également de nature très variée, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on peut avoir des enregistrements, par exemple aujourd'hui la trace de cette journée, il y en a une infinité, mais il y aura en tout cas par exemple une vidéo. Pardon. Et il peut y avoir aussi des messages électroniques, du son, des récits sur un blog, enfin tout un tas finalement de traces qu'on peut laisser à travers les mobiles. Et qui vont finalement pouvoir être interprétés ensuite et réutilisés. C'est donc un moyen finalement pour l'utilisateur de recueillir des données sur ses activités, ses propres activités, et puis celles des autres. Ah oui, pardon. J'ai fait une inversion en fait de diapo, je suis désolée. La trace aussi, en fait, elle va avoir une granularité très différente. C'est pour ça ça va être assez difficile de l'interpréter, puisque une vidéo, elle a une granularité, c'est-à-dire on peut analyser des événements sur, par exemple, 1 heure, et puis ensuite, on peut avoir, par exemple, des connexions sur un outil, comme par exemple des logs. Donc à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose avec son ordinateur ou son smartphone ou sa tablette, eh bien on va pouvoir enregistrer ce qu'il fait. Et on peut voir ici qu'il va y avoir des difficultés finalement pour avoir une analyse assez exhaustive de l'activité, pour pouvoir interpréter en fait toutes ces traces. Donc finalement, ces traces qui vont être intéressantes finalement pour les utilisateurs, mais aussi pour les concepteurs, vont pouvoir être interprétées, mais le problème, en fait, c'est que c'est qu'une image de la réalité. Et souvent, en fait, à travers les récits d'un blog, des messages électroniques, on sait très bien, quelquefois, qu'on a des interprétations de certains messages. Eh bien, finalement, c'est qu'une image de la réalité, et ça ne va pas reproduire la totalité des actions qui vont être liées à l'activité qui est mise en place. Donc ça va nécessiter donc une analyse préalable des attentes de la part du chercheur ou de l'enseignant, et je vais y venir tout à l'heure puisque je vais vous présenter des exemples, et la mise en œuvre de méthodes d'analyse.
Donc maintenant, je vais essayer de vous présenter des usages et des activités pour le chercheur, pour l'enseignant et pour l'apprenant. Donc pour la recherche, j'ai pris deux exemples, en fait, des exemples de projets de recherche qu'on a mis en place. Enfin, un exemple de projet de recherche et puis un autre exemple sur un outil un peu particulier qui est l'oculométrie, qui est très mobile finalement, mais auquel on ne pense pas forcément quand on pense au mobile, et qui certainement va pouvoir un jour en tout cas être intégré dans nos smartphones, etc. Mais je vais vous en parler plus tard. Alors depuis très longtemps, en fait, en ergonomie, qui est donc une discipline dont l'objectif c'est l'amélioration des conditions de travail à travers l'observation d'activités des personnes qui travaillent, on a en fait des outils d'aide à l'observation. On a par exemple Actogram qui a été développé sur Palm. Je ne sais pas si vous vous souvenez des palmes, à un moment donné, on en avait à peu près tous. Eh bien, en fait, Actogram, finalement, permettait d'aider le chercheur à observer les situations de travail à travers une grille d'observation. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une grille d'observation? Eh bien, c'est une sorte de tableau qu'on a au départ lorsqu'on observe des personnes en train de travailler, et on identifie au préalable des indicateurs, comme par exemple le temps de réalisation d'une tâche, qui travaille, qui communique, enfin, etc., etc. Et donc on va, au fur et à mesure de l'activité des personnes, taguer ce qu'on voit, et puis ça va donner donc un schéma, comme vous voyez sur la projection, où on va pouvoir avoir l'organisation finalement des actions qui ont été conduites pendant la situation. Alors un exemple, par exemple, on pourrait dire quels sont les outils qui sont utilisés pour diagnostiquer un risque de crash aérien. Le contrôle aérien en fait est une situation qui est beaucoup étudiée en ergonomie, et donc on va aller observer par exemple des contrôles aériens dans ce cas-là. On va observer ces contrôleurs dans leur tour de contrôle, et on va mettre en place des indicateurs, donc ce tableau dont je vous ai parlé, la grille d'observation. On va identifier par exemple quels sont les outils qu'ils pourraient utiliser pour diagnostiquer un crash aérien, et quelles sont les actions, les interactions entre les contrôleurs. Et ensuite, au fur et à mesure, on va utiliser Actogram donc, pour taguer les choses. Donc finalement, on s'aperçoit que cet aspect mobile en fait, des outils existe quand même depuis assez longtemps finalement dans la recherche. Une autre étude en fait, qu'on a mise en place aussi sur la collaboration à distance, l'utilisation de tableaux de bord à distance pour des concepteurs. C'est-à-dire que de plus en plus, on a des situations où les sites d'une même entreprise sont éparpillés, et donc on a besoin d'outils pour que les personnes travaillent ensemble. Donc on avait conçu dans ce projet de recherche un tableau de bord partagé où vous voyez en haut à gauche en fait donc 3 sites dans lesquels les personnes travaillent, et il y a donc ce tableau blanc partagé qui est une interface commune à tous. Et là, en fait, pareil, donc on va identifier donc des éléments, et on va pouvoir voir qu'en fait, on va pouvoir générer une trace de cette activité. Donc on a la trace au départ qui est la vidéo, et à travers ces vidéos qu'on va synchroniser, on va ensuite taguer en fait ces éléments-là qui nous intéressent dans la situation. Parce que finalement, dans toutes les situations, on va s'apercevoir qu'on a une infinité de traces qui peuvent intéresser le chercheur, mais en même temps, ça va vraiment dépendre de son objet de recherche. Donc l'idée, c'est d'identifier au départ les traces qui pourraient être intéressantes, et puis les taguer au fur et à mesure de l'analyse des vidéos, par exemple. Ensuite, j'ai choisi de vous parler donc des enregistrements des mouvements oculaires. Alors, c'est un appareillage qui est aussi pas mal utilisé en ergonomie, mais aussi dans le marketing. Et on s'aperçoit justement qu'il y a un aspect historique sur la mobilité. Et donc, je vais vous présenter des exemples. Donc, c'est un appareil qui enregistre donc les
les mouvements du regard des personnes. Et le regard, bien évidemment, est quelque chose de très intéressant, est un élément très intéressant pour savoir ce que la personne traite comme information. Donc depuis très longtemps, on utilise des oculomètres en psychologie, notamment pour voir par exemple comment on apprend à lire, comment on lit aussi, comment on traite l'information, enfin tout un tas d'éléments. Et vous voyez à gauche, en fait, au départ, on avait des appareillages avec des mentonnières, d'accord, où la personne finalement était coincée dans un appareil. Et donc vous voyez ici que la personne ne peut pas traiter l'information de manière naturelle. Hein, c'est très difficile de faire cela dans ces conditions-là, quand on est contraint au niveau du visage. Et puis, sur la droite, après, et au milieu, vous avez des appareillages beaucoup plus mobiles et qui permettent justement de tracer l'activité des personnes en train de réaliser leur activité. Et dans une situation qui est plus ou moins naturelle, à part qu'ils ont cet appareillage en plus sur la tête. Donc on a beaucoup d'études qui sont faites par exemple sur la conduite automobile à l'INRETS à Lyon, sur les temps de réaction, c'est-à-dire le moment où la personne voit l'objet sur la route par exemple, et puis le temps qu'elle met pour réagir, c'est en général fait par des oculomètres. On a après, en fait, à travers finalement ces appareillages, donc les enregistrements des mouvements oculaires, on a des traces qui sont générées par les ordinateurs. Et donc, bien évidemment, on ne peut pas tracer tout le regard parce que c'est très compliqué, en fait, de tracer tout ça et d'avoir justement des listes et des listes de, des listes de position du regard sur l'écran, par exemple, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. Donc, par contre, on identifie au départ les zones d'intérêt qui nous semblent avoir un intérêt pour la recherche. Et à partir de là, l'oculomètre va interpréter en fait la trace des positions du regard par rapport à l'écran qui est regardé. Donc vous voyez, il y a eu tout un tas d'études. Donc je vous ai parlé de l'INRETS avec la conduite automobile, mais il y a aussi des choses qui sont faites sur les musées, mais aussi, vous voyez en bas à gauche, des études de marketing pour essayer de voir un petit peu comment les personnes font leurs courses et pour positionner un petit peu plus, de manière plus pertinente les objets pour qu'ils soient plus achetés. Voilà. Donc on a tout un tas finalement de traces qui nous permettent finalement d'avoir des retours sur l'activité des êtres humains. Et finalement sans avoir à leur poser des questions de manière naturelle. Alors bien évidemment, parfois c'est très bien d'avoir des entretiens avec des personnes pour savoir ce qu'ils en pensent, etc. Mais vous voyez qu'ici, on a grâce au numérique et grâce au mobile aussi, on peut avoir en fait tout un tas d'éléments qui nous informent sur la trace, les objectifs des utilisateurs, etc. Là, j'ai repris aussi, parce que je pense que c'était intéressant, grâce à cette trace aussi, on peut avoir des retours par rapport à sa propre activité, notamment par exemple dans les archives ouvertes de Halle, on a en fait un retour sur notre activité de chercheur, qui sont donc par rapport là, alors là j'ai repris un schéma, sur finalement les endroits où, enfin la localisation, on pourrait dire, des ordinateurs qui ont consulté nos articles. Je ne parle pas d'utilisateurs, parce qu'on ne sait pas si finalement c'était un Français qui était en Chine et qui a consulté les articles. Mais voilà, on sait en tout cas que les ordinateurs étaient positionnés à ces endroits-là du monde et qui nous permettent finalement de se dire, bah, tiens, finalement ça intéresse, ces articles-là intéressent peut-être des gens en Amérique du Sud, il faudrait que je vois pourquoi, etc. Donc on a un retour aussi, grâce à cette trace, un retour sur notre propre activité. Je passe aux exemples donc, sur les mobiles donc, pour l'enseignement. Comment finalement, quelles sont ces traces qui sont générées par les outils et qu'est-ce qu'on peut finalement déduire de tout ça.
On a par exemple, donc, je vais vous parler d'utilisation des plateformes LMS comme Moodle, qui est utilisable sur mobile. Prendre des notes avec le mind mapping aussi, c'est quelque chose qu'on peut faire, on peut tester auprès de nos étudiants. Et il y a énormément d'applications sur les tablettes et les smartphones. Évaluer et s'auto-évaluer à travers des activités collaboratives. Et puis, là, ça sera un exemple de boîtier de vote. Et prendre du recul donc, sur ces activités, on verra ça ensuite. Alors, d'un point de vue des plateformes LMS. Donc, ces plateformes, en fait, sont paramétrables sur tablette et smartphone. Enfin, en tout cas, Moodle. Après, je ne sais pas ce qu'il en est des autres plateformes. Et finalement, cette plateforme va servir aux étudiants pour consulter leurs cours, pour des exercices en ligne également. Et puis, ça va leur permettre aussi d'avoir un retour sur leur activité, mais ça va permettre à l'enseignant aussi d'avoir un retour sur sa propre activité d'enseignement. Alors, je vais vous présenter un exemple d'exercice pour améliorer la réussite des étudiants. On avait fait donc ici des quiz pour évaluer les connaissances, donc des quiz auxquels les étudiants peuvent répondre avec n'importe quel outil. Et l'idée, justement, c'est que la plateforme, ensuite, nous récupère la trace de ces utilisations de la part des étudiants et finalement nous permet, en tant qu'enseignant, d'avoir un retour sur différents éléments. Déjà, un retour sur le travail de révision, par exemple, des étudiants, si le quiz est utilisé pour des révisions. Les questions aussi, c'est-à-dire quelles sont les questions qui sont mal comprises. À ce moment-là, on peut revenir aussi sur des éléments du cours pour voir ce qu'il faudrait faire pour améliorer cette compréhension. On a tout un tas, finalement, d'éléments qui sont récupérés par la plateforme, qui nous permettent, finalement, d'avoir un recul et finalement des éléments supplémentaires qu'on peut avoir difficilement en cours, en tout cas dans la durée et à chaque cours. Donc ça, ce sont des traces collectives qui sont un petit peu individuelles évidemment, puisque pour chaque étudiant, on a une ligne. Et puis on a aussi des traces individuelles, par exemple des schémas aussi, qui sont générés par Moodle et qui nous permettent d'avoir un retour sur le travail des étudiants. Là, ici, on a le nombre de consultations, le nombre de messages envoyés, et puis voilà, toutes les activités de l'étudiant, en tout cas, qui a été observée. Ensuite, un exemple sur l'utilisation des cartes mentales. Les cartes mentales sont en fait un moyen de structurer les informations. Alors bien évidemment, ça peut être aussi utilisé par les chercheurs. Là, je donne un exemple pour les étudiants. Mais souvent, ça peut être intéressant pour prendre des notes sur tablette, justement. On peut prendre des notes sur carte mentale. Donc il y a tout un tas d'applications. Il y a par exemple iThink, iMind. Il y a pas mal de choses qui sont existantes. Alors ça, c'est peut-être sur Apple. Après, je ne sais pas. Sur Android, je ne sais pas. L'avantage des cartes, en fait, c'est que déjà, ça aide à structurer les informations pour les étudiants, mais ça permet aussi à l'enseignant de voir un petit peu, et assez rapidement, finalement, de voir comment a été compris un cours. Ici, par exemple, je vous ai donné un exemple d'études de recherche que nous avons réalisées sur la prise de notes des étudiants à travers en fait une émission de radio de France Inter qui portait sur le réchauffement climatique. Et en regardant toutes les cartes qui ont été réalisées par les étudiants, on s'est aperçu que finalement le nœud central, qui est ici, vous voyez que c'est Copenhague, il variait énormément en fonction des étudiants. Ça pouvait être émission France Inter, etc. Et on voit bien qu'à partir finalement du point d'intérêt de l'étudiant, au départ, eh bien, il n'a pas compris les choses de la même manière. Donc on a un retour finalement sur la compréhension de l'étudiant grâce à ça.
Un dernier exemple sur le vote électronique. Le vote électronique, c'est... alors, c'est, vous savez, les boîtiers de vote qu'on utilise, par exemple, pour voter pour les émissions de télé. Hein, c'est ça, en fait, hein, qui peut être réutilisé dans des activités avec les étudiants. Alors, bien évidemment, on peut tout à fait faire ça avec une tablette aussi, un smartphone. Hein, il y a des applications aussi pour ça. Et l'idée, si vous voulez, c'est d'évaluer, de présenter, par exemple, en début de cours ou en fin de session, à des étudiants une liste de questions auxquelles ils doivent répondre, et ils doivent, donc on leur présente par exemple sur un diaporama comme ça, et ils doivent répondre, je réponds A, je réponds B, etc. à cette question. Et par exemple ici, dans ce cas-là, on a tenté de voir un petit peu comment ils arrivaient à s'évaluer entre eux, c'est-à-dire après tout un projet de travail en groupe, on leur a demandé d'évaluer leurs collègues dans le groupe, ils étaient 6 par groupe, et de s'auto-évaluer en termes de, par exemple, capacité d'initiative, esprit d'équipe, compétences et habiletés, présence, etc., quantité de travail et tout ça. Et par exemple, on s'aperçoit que finalement, même lorsqu'ils sont présents tout le temps, il y en a certains qui pensent qu'ils sont absents. Hein, parce que c'est des impressions, on parle de ressenti, etc. L'idée, c'était de montrer aux étudiants qu'ils ont du mal à s'auto-évaluer et qu'ils s'évaluent pas, enfin, ils s'auto-évaluent pas forcément justement, et les autres aussi ne les évaluent pas non plus justement, puisque ils ont tendance aussi à s'évaluer différemment en fonction des affinités et non pas en fonction des critères finalement qui sont proposés là. Un dernier exemple sur des outils en fait, de visioconférence qui sont développés à l'heure actuelle par un laboratoire qui s'appelle le LIRIS en informatique à Lyon et qui travaille beaucoup avec les sciences humaines. L'idée, c'est de développer des outils de visioconférence pour tracer l'activité des apprenants et des enseignants. C'est-à-dire que chacun peut taguer les informations qui leur semblent importantes pendant le cours en visioconférence. Et ça donne ensuite un retour sur l'activité, que ce soit d'apprentissage pour les étudiants et d'enseignement pour les enseignants. C'est assez intéressant parce que ça permet finalement de régler le problème de la granularité de la trace, qui est que finalement on ne peut pas revisionner tout le cours et toute l'activité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va taguer les éléments pendant la situation qui semblent importants et après revenir seulement sur ceux qui sont importants et leur donner un nom, etc. Et donc on va pouvoir avoir un retour sur cette activité. Donc c'est ce que j'ai appelé réflexivité augmentée, parce que justement c'est un retour en fait réfléchi sur l'activité qui est réalisée. En bref, en fait, on voit qu'il y a différents outils, de nombreux outils qui peuvent être utilisés par les mobiles, de la communication, du partage, de la production et des outils de gestion de tâches. Là, je vous ai montré quelques exemples, mais on a énormément d'études qui sont réalisées grâce à ces outils pour la recherche et pour l'enseignement. Donc finalement, en fait, pour conclure, chaque trace finalement va apporter une information différente au chercheur, à l'enseignant et à l'étudiant. Chaque outil va apporter des traces de nature et de forme différentes. Et on s'est aperçu que la trace qui est générée par ces outils va être transformable, temporelle aussi, c'est-à-dire qu'elle peut être pendant l'activité mais aussi après. Et elle va être adaptée aussi à une analyse fine, et aussi fine finalement que globale de l'activité. Donc la trace finalement va être un moyen d'évaluer ou d'analyser ou de s'auto-évaluer, que ce soit le chercheur, l'enseignant ou l'apprenant. Et il va falloir en fait pour cela que l'outil devienne un instrument pour atteindre l'objectif qui est visé, que ce soit l'enseignant, l'apprenant ou le chercheur.
Donc l'idée, c'est bien finalement de réfléchir au préalable à ces attentes. C'est-à-dire si on construit un cours à travers Moodle, par exemple, et qu'on ne sait pas comment on va pouvoir évaluer le cours, et évaluer sa propre activité d'enseignement, eh bien on risque de ne pas récupérer les traces qu'on souhaiterait. En fait. Donc l'idée, c'est bien de réfléchir avant l'activité à ce qu'on veut comme indicateur de cette activité, comme trace, et ensuite finalement de développer l'outil en fonction. Et c'est là où finalement l'outil devient instrument. Dernière, donc toujours en conclusion, de nouveaux dispositifs sont aussi de plus en plus utilisés pour que, comment dire, l'utilisateur devienne concepteur de ses propres outils. Alors vous avez peut-être utilisé déjà par exemple des CMS, enfin des Content Management Systems comme Joomla ou WordPress, où finalement on s'aperçoit qu'on peut construire soi-même son propre environnement et s'aider dans son activité. On va donc de plus en plus en fait finalement pouvoir personnaliser les outils qu'on utilise. Et cette personnalisation, elle demande en fait finalement d'être autonome par rapport à ses objectifs, à ses attentes. Parce que si on identifie mal ses attentes, et bien évidemment on ne va pas se concevoir son environnement de manière adaptée. L'idée c'est voilà, de proposer des outils adaptés, et quand on réfléchit soi-même, c'est un peu difficile. On a tout un tas de travaux actuellement sur l'espace personnel d'apprentissage pour les étudiants. Alors on a des espaces d'enseignement comme les plateformes, les Learning Management Systems, donc comme Moodle que je vous ai présenté tout à l'heure, mais qui sont orientés finalement sur l'enseignement. Et l'idée, c'est de développer maintenant des applications qui sont centrées sur l'apprenant et qui vont permettre justement à l'apprenant finalement d'accompagner son autonomie dans son apprentissage, dans ses études, etc. Et l'idée là, c'est que ce soit donc cet apprenant-là qui construit son propre environnement. Donc c'est pas du tout évident pour accompagner en tout cas les étudiants dans cette conception-là, parce qu'ils ont tendance à vouloir justement être très cadrés. Voilà, donc un exemple d'espace personnel d'apprentissage. Ici, vous avez un questionnement en fait qui est par exemple ce que vous avez fait, ce que vous comptez faire, etc., etc. Et tout un tas d'outils qui sont proposés qui peuvent alimenter cet espace personnel d'apprentissage. Alors par exemple on peut imaginer un espace avec les notes de cours, un agenda pour avoir justement un agenda personnalisé sur tous les cours que tous les exercices que l'étudiant doit rendre, essayer de voir aussi par rapport aux notes, c'est-à-dire est-ce qu'il s'évalue correctement, là, ce devoir-là, il pensait avoir telle note, il n'a pas eu cette note, pourquoi, etc. Donc accompagner aussi le raisonnement sur l'auto-évaluation, ce qui permet ensuite d'avoir plus d'efficacité. Et selon la théorie justement de Bandura en psychologie, eh bien, plus on est efficace, plus on est motivé, etc. Enfin, il y a tout un tas d'éléments qui sont constitutifs justement de cette mise en place de l'autonomie, en tout cas dans l'apprentissage. Voilà, je n'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention.